Alors maintenant, je vais appeler Luc Ployer d'Uniper, qui va nous parler du bois énergie. Alors, est-ce que le bois énergie est le grand oublié de la transition énergétique? Luc, c'est à vous. Le micro est là-bas. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous pour votre attention. Merci à Myriam pour le prix hier. Nous avons été extrêmement touchés. Nous sommes rarement récipiendaires de ces prix. Nous y voyons une reconnaissance de notre contribution à la pierre à l'édifice que nous essayons d'apporter à la transition écologique. C'est très important pour nous. J'en ai parlé aux équipes. Nous sommes un énergéticien. Il y a les startups qui ont besoin de tape dans le dos, mais il y a aussi les énergéticiens. On prend souvent des coups sur la tête et c'est très important de temps en temps d'avoir une tape dans le dos pour avancer sur ce chemin de la transition écologique. On a publié, j'aurai peu de temps, donc si vous voulez en savoir plus sur notre position sur le grand débat sur la transition écologique dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous mettons la forêt et le bois énergie en première place. Nous n'agissons pas seuls, notre stratégie se fait dans les territoires, avec les territoires. Et pour illustrer, voilà, on n'arrive pas, attendez, on va voir les slides, sinon, moi je les vois, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous ne sommes pas les premiers de cordée, nous ne sommes pas des exemples, mais nous sommes les Sherpas de la transition écologique. Nous avons hérité d'un mix énergétique 100% charbon dans les bassins miniers, les anciens bassins miniers français. Et ce que je voulais montrer là, parce qu'il faut partir des chiffres, c'est bien, je ne suis pas là pour faire du greenwashing, je suis là pour vous donner les vrais chiffres et on peut en discuter à la pause. Voilà les chiffres de la décarbonation. Il faut du carbone, mais il faut sortir du fossile. Et donc la France a fait depuis 1990 un effort important de 55 millions de tonnes de réduction de ses émissions. Le secteur énergétique en porte une part relative, une réduction plus importante que la moyenne, 32%, alors qu'on a, comme vous le savez tous, un mix déjà largement décarboné. Et Uniper, donc petit énergéticien, 500 personnes, 2000 mégawatts, on a réduit, nous, de 50% nos émissions, de 10 à 5 millions de tonnes. C'est très important. Comment est-ce qu'on a fait? On a investi dans le renouvelable, dans le renouvelable intermittent, éolien et solaire, mais aussi en convertissant une unité du charbon à la biomasse. Et on parle, le titre de notre colloque, c'est l'accélération de la transition écologique. 60% de cet effort a été fait dans les 8 dernières années, donc on est bien dans une phase d'accélération. Ce qui est notable, ce qui est aussi représente un effort de toutes les parties du corps social. Ça veut dire qu'il y a des emplois qui se créent dans le renouvelable, mais il y en a qui se perdent dans les énergies fossiles. Et c'est pour cela qu'il est très important, j'espère, le ministre change, mais j'espère que la transition écologique sera toujours solidaire. Le bois énergie est-il le grand oublié de cette transition écologique? Là, on a un petit paradoxe à rappeler. Si on faisait un petit sondage dans cette salle, quelle est l'énergie renouvelable la plus utilisée dans la production d'énergie primaire en France? Bon, je pense que vu le titre, vous allez peut-être me dire quand même le bois énergie, 41%. Mais si je vous demandais où était placé le solaire et l'éolien, je pense que on serait surpris du résultat. On n'a pas beaucoup de temps. Mais l'éolien est en place numéro 6 et le solaire 8. Avant, vous avez l'hydroélectricité, vous avez les biocarburants, vous avez les pompes à chaleur pour l'éolien. Et avec le solaire, vous avez le biogaz. Et donc, il y a une méconnaissance qu'on retrouve là, d'une certaine façon, dans ce sondage qu'on trouve sur le site que je vous invite à voir de la CNDP sur ce grand débat sur la transition écologique, très intéressant, où on voit que les Français considèrent que le bois énergie est l'énergie sur laquelle il faut faire le moindre effort. Or, si vous prenez le rapport de l'ADEME de 2016 sur les dispositifs forestières, il est dit très clairement que les capacités de la forêt française permettent une augmentation importante de la récolte à l'horizon 2035. Jean-Pascal, vous avez cité les 40 millions, je crois à peu près 40 millions de mètres cubes sur une croissance naturelle de 90. L'ADEME, on peut discuter des chiffres, estime qu'il y a encore 20 millions de mètres cubes de progression. Et si vous prenez le chiffre
du ministère, du Commissariat général du développement durable, il estime que par rapport à la trajectoire des 23% d'énergie renouvelable en 2020, on devrait être à 18 en 2016, on était à 16, et ces 2% s'expliquent pour 60% par ce retard sur le bois énergie. Bon, j'arrête de faire du global, ça n'est pas l'objet. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était un cas concret, notre approche territoriale. On fait comment? D'abord, on redescend sur les territoires parce qu'on se rend compte que la pédagogie, elle doit être faite localement. Ces grands chiffres, les gens ne les connaissent pas. C'est aux politiques peut-être de le faire, aux médias. Nous n'en avons pas les moyens. Nous, on fait la méthode Jean Monnet par des exemples concrets, créer des solidarités pour sortir des impasses sur les débats théologiques. Donc on se concerte. Là, une photo de ce qu'on appelle une initiative qu'on appelle Collines en forêt, où on explique la sylviculture aux volontaires sur nos forêts dans la forêt méditerranéenne. Et pour agir, ça veut dire quoi? Là, j'ai pris l'exemple de coupes de bois brûlés qui ne sont plus utilisables pour le bois d'œuvre ou pour la trituration et qui doivent être sortis pour des obligations légales d'obligations de débroussaillement, qui doivent être sortis des lots brûlés. Et là, nous les achetons, nous trouvons un exploitant et nous fournissons ce service aux propriétaires. Je rappelle donc pourquoi nous faisons tout ça. Nous faisons tout ça parce que nous avons converti cette unité charbon à la biomasse en Provence. L'originalité, je ne reviens pas sur les chiffres, les dimensions qui sont importantes. L'année dernière, j'avais parlé du complexe, j'avais utilisé, c'est peut-être moins académique, j'avais utilisé une métaphore, utilisé une bande dessinée sur le complexe d'Obélix et le complexe d'Idéfix, mais il faut faire attention les comparaisons avec l'époque de la Gaule et ces sujets, donc c'est trop sensible. J'utiliserai donc une approche académique pour vous dire que notre originalité, c'est d'être à la fois un partenaire de la filière forestière, avec la plaquette forestière, mais aussi un acteur dans la bioénergie, dans l'économie circulaire, avec une utilisation des bois de recyclage ou des bois non ligneux, enfin ligneux mais non forestiers, pardon, comme par exemple les ceps de vigne. Donc ça c'est une démarche structurée, c'est une démarche d'industriel autour du Lab Forêt. Il y a une vingtaine d'initiatives avec des axes, mobiliser la ressource bois, c'est-à-dire aller chercher du bois où on ne va pas toujours le chercher. Donc là, il y a les ocres de Roussillon, c'était des bois qui cachaient à Roussillon une commune touristique, des falaises qui font toujours, je vous invite, vous la connaissez sûrement, cette magnifique commune à côté du Luberon. Il y a la traçabilité, c'est absolument clé, il faut savoir d'où vient le bois, avec un logiciel spécifique, avec des audits. Il faut informer et sensibiliser, je l'ai dit, et il faut se tourner vers d'autres ressources que la forêt, avec les déchets verts qui peuvent être les ceps de vigne, qui peuvent être l'arboriculture. Et donc je pense qu'il faut maintenant passer à un exemple concret. Voilà. Nous sommes dans le sud Luberon, sur la commune de Cadenet. On a un chantier pilote d'arrachage vigne. Les agriculteurs aujourd'hui ne peuvent plus brûler les biomasses qu'ils arrachent et du coup Uniper intervient pour récolter cette biomasse et puis la transformer en électricité dans la centrale d'Uniper à Gardanne. Moi j'ai arraché cette parcelle qui était relativement importante, on m'a contacté pour savoir si j'étais partant, je dis allons-y, on va voir. Et si on peut produire de l'énergie à partir de nos déchets, tout le monde est gagnant, ça rentre dans une démarche collective. Donc là on est sur la partie broyage, on alimente le broyeur à l'aide donc de la pelle et de la pince. C'est une étape de criblage, on va enlever principalement de la terre. Cette terre est recyclée chez nous pour faire de la terre végétale, pour ensuite affiner le bois et faire une plaquette forestière. Chez Gordon, on est sur une activité locale. On essaye de mobiliser tous les agriculteurs sur un rayon de 50 km autour du dépôt, dans le Vaucluse. Donc on s'inscrit dans une économie locale et circulaire. Le Lab Forêt, c'est un dispositif d'expérimentation que porte Uniper, donc financé par Uniper. Nous avons aujourd'hui plus de 40 actions
qui ont été réalisés ou qui sont en cours et qui visent en fait à déterminer des itinéraires, des possibilités techniques, des possibilités économiques pour la mobilisation, la valorisation de différentes biomasses. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce travail il est conduit à l'initiative du groupement de développement agricole du sud du Boron. Les agriculteurs ont été les premiers en fait, à nous solliciter au niveau de la Chambre pour qu'on travaille cette question-là. On a pratiquement 54% de la surface agricole utile en Vaucluse qui est en ligne, d'où l'intérêt d'engager un partenariat avec une hyper sur ce sujet. Le Lab Forêt en fait, est un dispositif qui part du terrain, qui part vraiment de chantiers pilotes, mais pour aborder de façon plus globale le monde agricole sur l'ensemble des filières qui produisent de la biomasse sur notre bassin d'approvisionnement. Je conclurai par une citation de Bruno. Voilà. Une gestion appropriée des espaces délaissés et des bordures occupées par des arbres peut déboucher sur une véritable industrie verte de proximité, une économie circulaire en cycle court, à l'image de ce qu'incarne l'arbre, qui produisent de la biomasse utilisable sous forme de matériaux, d'énergie, de fertilité et de ressources alimentaires. Donc je vous invite effectivement à lire son livre que j'ai lu pour extraire cette excellente citation. Et une dernière, entre Sous les ocres de Roussillon, une dernière citation tirée de la déclaration, enfin des déclarations de Nicolas Hulot sur France Inter qui m'a beaucoup touché hier. Ok, on ne veut pas d'éoliennes, on ne veut pas de centrales nucléaires, on ne veut pas de centrales thermiques. Alors comment on fait si on additionne tous les refus? Je pense qu'il faut effectivement sortir du refus, être dans les actes pour avoir des forêts belles, utiles et partagées. Merci beaucoup. Pardon, je viens sur scène, je voudrais rappeler juste, on a 1 minute et demie, mais non, Daniel et Jean-Pascal, parce que voilà, quoi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, qui me tortille sur ma chaise depuis une demi-heure. On exporte des grumes, donc des troncs d'arbres en Chine, je me demande si j'ai bien compris. Mais en Chine, on ramène des meubles et du parquet. Et voilà, quoi, il y a un moment, je trouve que c'est important d'avoir des esprits comme vous, messieurs, et je ne regrette pas et j'explique à nouveau pourquoi hier on a donné ce prix d'encouragement, c'est une petite chose, mais quand on voit des situations aussi injustes, aussi stupides, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Soit on sort les Kleenex, soit on se mobilise, et je pense que c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui vous mobilisiez. Vous aurez notre soutien. Et j'espère qu'on va faire un lab forêt, un atelier sur le bois. Vous êtes tous invités pour essayer de réfléchir et trouver des moyens de porter notre voix et de la faire résonner un peu plus fort, parce que je pense que voilà, il y a certaines personnes qui devraient entendre et à défaut de se faire entendre, il faut qu'on fasse. Voilà. Donc bravo pour le prix, bravo pour ce que vous faites. Je le dis publiquement, je pense qu'il y a plein de soutien. Et n'oubliez jamais, l'union fait la force. Seul, on va peut-être vite, en tout cas à plusieurs, on va loin. Et on parle de persévérance dans le mouvement qui nous amène à construire le futur. Je crois que voilà, l'encouragement et la persévérance font bon ménage. Donc voyez dans ce prix un vrai encouragement sincère et pas juste quelque chose de protocolaire. Et bravo pour ce que vous faites. Merci Myriam. Je voudrais rajouter une chose. C'est vrai que hier, on a évoqué la possibilité de passer à E6T et rajouter le E de éducation. Je crois qu'aujourd'hui, la pédagogie est c'est vraiment le maître mot. Et aujourd'hui, la ruralité qu'on a abolie il y a une 50aine d'années, ou le bon sens paysan qu'on a détruit rapidement avec notre agriculture moderne, il faut absolument que nos enfants reviennent et aient un goût de la campagne, une observation de la nature. Voilà. C'est relativement important. Il y a des choses très intéressantes. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Marciac, voir Paysage in Marciac au moment du festival du Jazz in Marciac, il y a des ateliers sur le sujet de l'agroforesterie relativement intéressants. On y croise des gens magnifiques.
avec un bon sens paysan. Voilà, et ce qui nous manque un petit peu, ça ne nous manque pas, hein, mais il faut valoriser ce bon sens paysan. Peut-être un petit mot rapide. C'est juste pour redire que l'arbre, c'est vraiment le symbole et la réalité, pas que le symbole, de la localité, de la relocalisation de la production. Et ça c'est vraiment important parce que ce dont nous souffrons, pour reprendre ce que vous disiez, c'est que nous vivons nos paysages par procuration. Nos paysages sont ailleurs, ils sont dans des écrans, lorsqu'on voyage, on ne voit pas ce qu'il y a juste à côté de nous, et ce qui pousse tout seul, je le répète, ou pas, ce qui est juste là à proximité, à portée de main. Et ce projet dont je vous ai parlé, là, de pouvoir réarbrer et réenforester aussi, c'est vraiment à portée de main. C'est juste une décision. Et ça se fait tout seul, quasiment. J'exagère, il faut accompagner tout ça, mais c'est vraiment à portée de main. Si tout le monde s'y met, comme le disait Jean-Louis Etienne hier, à son échelle de jardin ou à l'échelle de la région que l'on pilote. Nous, on a la chance d'avoir une région qui nous accompagne. Ici aussi, d'ailleurs, la région est très mobilisée pour ces histoires de bocage et d'arbres-forêts. Voilà, c'est possible. Il faut se mettre en route. Tout le mal que je vous souhaite, Bruno, c'est que votre ouvrage ait le même succès que l'ouvrage de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres, best-seller en Allemagne, donc je suis dans un groupe allemand, best-seller en Angleterre, et qui cartonne en France. Et donc ça passe, comme vous dit Jean-Pascal, par la pédagogie. Il y a une vraie attente sociale d'explication sur l'arbre, sur la forêt, sur la filière. Il faut qu'on soit à la hauteur de cet enjeu. Et je conclurai en disant, mais il ne faut pas que ce soit mal interprété, au charbon. Merci. Alors voilà le club des génies de l'arbre. Et pour l'an prochain, voilà, on est 1000 à peu près par an, on va parrainer chacun un arbre. Donc on a 1000 arbres à nous l'an prochain qui vont symboliser cet engagement sur l'arbre. Je ne sais pas comment on va faire, Diana doit m'écouter, doit se dire « Ah, encore une nouvelle idée ». Mais voilà, on va faire notre parc de 1000 arbres et puis on va commencer par là, je suis sûre qu'on va trouver plein d'aides là-dessus.